Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webcast consacré à la filière de l'immobilier de la ville, une grande industrie qui est au cœur du quotidien des Français, au cœur de nos territoires, une grande filière qui construit, qui gère la diversité de nos lieux de vie, nos logements bien sûr, l'immobilier de nos entreprises ou encore la diversité de nos équipements publics. Alors, un an presque jour pour jour après le début du premier confinement, nous souhaitons, le temps d'une heure, partager un moment d'échange qui permette de prendre un peu de recul sur nos quotidiens professionnels et personnels qui sont toujours bien chahutés par la crise sanitaire. Un moment qui nous permette aussi de partager les défis qui se posent à tous les acteurs de cette grande filière de l'immobilier et de la ville, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Des défis qui imposent toujours plus décloisonner les secteurs, les métiers, les pratiques et qui nécessitent de se réinventer ensemble. Alors, ça fait plus de 5 ans déjà que les équipes d'EY, en association avec la Fondation Palladio et Business Immo, publient le panorama de l'immobilier de la ville en France, une publication qui a une particularité assez forte, puisque c'est un projet collectif mené avec plus de 30 organisations et fédérations professionnelles représentatif de la filière, de la galaxie de ces métiers. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier à nouveau toutes les fédérations professionnelles, les 33 organisations professionnelles, pour leur implication, leur énergie, leur engagement à nos côtés dans ce projet depuis 5 ans déjà. Alors tous les ans également, dans le cadre de la réalisation de ce panorama, environ 1 millier de dirigeants sont interrogés pour prendre le pouls de l'économie et le pouls des métiers de la filière. Et en introduction de ce webinaire, je souhaiterais partager avec vous 5 enseignements de cette 5e édition avant d'ouvrir la table ronde et la discussion. Alors, premier enseignement de ce 5e panorama, c'est de mettre à nouveau en lumière le poids économique majeur de la filière au sein de l'économie française. Et c'est un poids qui s'illustre par deux chiffres que vous avez sous les yeux. 11%, c'est le poids de la filière dans le PIB national. Ça représente une valeur ajoutée de plus de 260 milliards d'euros, qui dépasse celle de l'industrie manufacturière, qui dépasse celle de la consommation touristique, qui sont des grandes composantes de la création de valeur en France. Et puis 2,2 millions, puisque la filière de l'immobilier emploie 2,2 millions de personnes en France, donc vous le voyez sur le graphique également, c'est 2 fois plus que l'industrie automobile et c'est significativement plus que d'autres grandes composantes de notre économie que peuvent être le tourisme ou l'agroalimentaire, par exemple. Le deuxième enseignement concerne la diversité des métiers et des secteurs qui constituent la filière, avec plus de 100 métiers réunis au sein de 8 secteurs d'activité. Vous le voyez sur cet écran, ces secteurs, et contrairement à l'image que peut donner le plan de cet appartement, les murs ne sont pas des murs porteurs entre les 8 secteurs de la filière, car les secteurs sont plus interconnectés. La plupart des entreprises interviennent dans 2 ou 3 secteurs, la construction et la promotion et le financement, l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement ou encore la commercialisation. Et on voit que les passerelles, les coopérations sont nombreuses et multiples entre les différents secteurs. Alors le troisième enseignement de notre dernière édition, ça concerne bien sûr l'impact de la crise sanitaire sur la santé économique de la filière et le coup d'arrêt subi en 2020, un coup d'arrêt marqué par une baisse de 8% de la valeur ajoutée, qui menace en particulier les entreprises les plus fragiles, celles qui dégagent de faibles marges ou celles qui disposent de peu de fonds propres. Alors ce coup d'arrêt, bien sûr, s'explique par la crise sanitaire, puisqu'il y a un an à peu près, jour pour jour, 95% des chantiers étaient mis à l'arrêt, puis avaient repris progressivement à compter d'avril. Et depuis cette période, un certain nombre de restrictions que nous connaissons encore aujourd'hui impactent fortement certaines classes d'actifs. On pense au commerce, bien sûr, à l'hôtellerie, au tourisme ou encore au bureau. Mais ce coup d'arrêt s'explique aussi par d'autres causes. Il n'y a pas uniquement la crise sanitaire, notamment l'impact des élections municipales qui avaient déjà commencé à se faire sentir dès début 2019, avec à la fois un ralentissement des projets et puis aussi des moratoires sur de nombreuses opérations en France. Alors ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que ce coup d'arrêt intervient après 5 années de croissance assez remarquable de la filière, puisque cette industrie de l'immobilier de la ville avait connu un taux de croissance annuel d'environ
3% par an entre 2015 et 2019. C'était un taux de croissance qui était quasiment du double de celui de la croissance nationale. Et la filière avait également créé plus de 130 000 emplois nets sur les années de 2015 à 2019. Alors malgré ce coup d'arrêt, les 1000 dirigeants que nous avons interrogés dans le cadre de notre dernière édition estiment que la filière s'est mieux adaptée à la crise que les autres secteurs de l'économie française, qu'elle a fait preuve de beaucoup de résilience. Et les dirigeants que nous avons interrogés sont également plutôt confiants sur l'avenir, puisque 1 sur 2 se déclare optimiste sur les perspectives à 12 mois. Alors bien sûr, c'est une chute de 30 points par rapport à notre précédente édition, bien sûr, mais cela reste malgré tout supérieur au moral des dirigeants de la plupart des autres secteurs de l'économie française. Et enfin, dernier enseignement de cette 5e édition, avant d'ouvrir la table ronde, les dirigeants nous ont fait part de leur volonté d'assumer ensemble 3 grandes responsabilités pour les 5 ans à venir. La première responsabilité dans l'accélération des efforts en faveur de la transition environnementale. Alors, c'est un constat fort, je pense qu'on partage tous, qui traverse toute la profession, tous les métiers, et qui nécessite de remettre en cause ces façons de penser, ces modes de dialogue entre le public et le privé, les modes de faire, d'augmenter ou encore d'augmenter les budgets de R&D. Alors le défi est immense sur cette question et je pense que c'est un sujet majeur dont on aura l'occasion de reparler lors du débat. La deuxième responsabilité dont nous ont fait part les dirigeants, c'est bien sûr de prendre leur part dans l'accompagnement des mutations sociétales, accompagner les transformations liées au télétravail par exemple, ou encore répondre à une crise du logement qui est toujours plus prégnantes sur les territoires, sont finalement autant de défis qui impactent la façon de penser et de fabriquer la ville, de penser l'aménagement du territoire, des territoires, et aussi de fabriquer les formes immobilières. Et puis enfin, la troisième responsabilité soulignée par les dirigeants, c'est bien sûr de faire tourner l'équation économique et de soutenir l'activité économique pendant et après la crise. Et on voit, on le sait tous, que les entreprises de la filière sont présentes partout en France, qu'elles offrent des emplois non délocalisables, qui irriguent la diversité des territoires. Et bien sûr, cette grande industrie de l'immobilier et de la ville, c'est un vrai moteur pour la relance économique du pays et des territoires. Je vais m'arrêter là pour cette introduction et je vais passer la parole à Gaëlle Thomas pour lancer la table ronde et le débat autour de nos 4 intervenantes que nous sommes très heureux d'accueillir avec nous ce matin et que je remercie par avance. Gaëlle, je te passe la main. Merci beaucoup Christophe. Je vais vous présenter très rapidement le panel parce qu'on va avoir que 3 quarts d'heure pour évoquer des sujets sur lesquels on pourrait faire un colloque de 3 jours. Dans l'ordre alphabétique, Méka Brunel, vice-présidente de la Fondation Palladio et administratrice générale de GESINA, Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat et ancienne ministre du Logement, Alexandra François-Cussac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers de France et Christine Lecomte, l'ancienne présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. L'objectif de ce matin, c'était la filière de l'immobilier de la ville 1 an après le début de la crise. Alors avant de voir comment on peut se réinventer ou se reconstruire ensemble, notamment autour des 3 thématiques dont Christophe parlait à l'instant, je voudrais peut-être démarrer par un premier bilan avec une double question et je vais faire un tour de table virtuel. Désolé qu'on soit encore 1 an après, toujours en webinaire. 1 an après le premier confinement, comment votre entreprise, vos adhérents, votre branche professionnelle a traversé cette crise, comment elle s'est adaptée dans ce nouveau contexte avec les premières transformations que vous avez notez vous de votre côté où vous avez pu initier. Et puis, c'est une double question que je pose et je vais faire un seul tour de table. Le regard que vous portez ensuite sur l'ensemble de la filière, sur les autres pièces de l'appartement que Christophe vous a présenté et peut-être les premières leçons, si tant est qu'on puisse en tirer des premières leçons sur cette crise sanitaire 1 an après le déclenchement du premier confinement. Méka, je vous laisse d'abord la parole sur cette double question. Pas 3 quarts d'heure, Méka, juste en 5 minutes qu'on puisse essayer ensuite de se projeter. Méka. Bonjour Gaëlle, bonjour à toutes et à tous. Je ne peux quand même pas m'empêcher de remarquer que le panel est exclusivement féminin et je m'en réjouis. Ça montre aussi que les temps ont changé et continuons comme ça. Merci pour cette invitation. Alors,
comment s'est comporté Gecina et d'une manière générale les sociétés foncières, d'après mon observation? Une crise profonde, un choc terrible, mais tout le travail, et tout à l'heure Christophe Lanier parlait des 5 années de croissance, en vérité pour la première fois depuis tout un paquet de crises qu'on a connues par le passé, nos entreprises ne se sont pas engagées simplement sur le court terme, mais également le long terme. Et tout le travail de réflexion et de projection que nous avions mené pendant toutes ces années nous ont permis d'être résilients et de faire face. Et c'est le cas de Gecina et de continuer en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas eu recours aux aides de l'État et nous avons maintenu notre dividende tout en continuant notre transformation profonde et transversale à l'intérieur de notre société. Pour la période qui vient, ce que j'observe, c'est que nous avons ce qu'on a observé l'année dernière, et on le voit encore ce matin, la technologie a tenu. L'année dernière, on se demandait si les réseaux allaient tenir, mais ils ont tenu. On se rend compte que pour la première fois, les vies humaines avaient de l'importance et il fallait y prêter attention. Et on se rend compte de plus en plus que l'interaction entre les hommes et les femmes, c'est encore plus important. Le côté présentiel prend le pas sur le distanciel. Sur la période à venir, nous avons dans la maison commune dont parlait Christophe, c'est plutôt une structure, c'est mon passé d'ingénieur, poteau-poutre que des cloisons pleines. Donc ça nous permet de passer d'une pièce à l'autre et de rendre les cloisons flexibles. Cette porosité et cette ouverture devient de plus en plus importante, non seulement dans nos différents métiers, mais l'ouverture vers l'ensemble de la société, l'attraction de l'ensemble de la société. On voit bien qu'on a besoin de traiter des data, de regarder ce qu'est le marketing, l'hôtellerie, etc., l'hôtellerie d'entreprise. Et puis, notre engagement doit être de continuer et accélérer, comme il a été dit, notre accompagnement des transformations, et notamment dans le domaine de développement durable, et notamment notre engagement vis-à-vis de la jeunesse et de la formation, car la digitalisation, la mécanisation de nos métiers va entraîner des suppressions de métiers administratifs, et donc il faudra qu'on ait sociétalement cette responsabilité de former nos collègues, nos collaborateurs, la plupart des gens qui travaillent dans cette filière, aux nouveaux métiers et de les accompagner, et en particulier la jeunesse à travers les stages, ce qui est un engagement de notre filière dans la période qui vient. Merci beaucoup, Meka. Je continue mon petit tour de table avec Emmanuel Cos sur cette double question du bilan pour les... Alors, le bilan, je dirais quand même que ça a été dur. Hein. Ça a été un moment... on l'a un peu oublié, mais en fait, les 2 mois de confinement total ont été extrêmement durs pour le secteur du logement social, essentiellement en fait parce que tout était fermé et qu'on a dû fermer nos agences de proximité. Et au final, très rapidement, nous, on s'est battus pour pouvoir remettre du personnel de proximité dans nos immeubles et dans les quartiers. Hein. Il faut quand même dire que on a été à l'époque extrêmement sollicité pour avoir des missions de bailleurs, mais bien au-delà, hein, distribution alimentaire, porter secours à des personnes qui sortaient pas. Ça a été d'autant plus difficile qu'on était dans une période où on n'avait aucun matériel de protection. Donc ça a été quand même pour nous une des missions premières, ça a été d'arriver à équiper nos professionnels, nos personnels de proximité de matériel de protection. Ça n'a pas été facile tout de suite. Et c'est vrai que ça a été en même temps difficile, et dans la même période, il y a eu quelque chose de très positif, c'est que je pense que certains avaient un peu oublié ce que c'était qu'en fait le poids du logement social, et notamment notre force de frappe avec plus de 700 bailleurs qui représentent 5 millions de logements, et sur le fait qu'on a pu déployer de la proximité extrêmement rapidement. On a eu des tas d'initiatives envers nos locataires. Il y a beaucoup, par exemple, de bailleurs qui ont pris leur téléphone et qui ont appelé tous leurs locataires pour savoir comment ils allaient, comment est-ce qu'ils pouvaient faire face à la crise. Et donc, je pense que ça a été quand même assez intéressant. La seconde chose, et je pense qu'on l'a tout un peu vécu autour là de la table, c'est que tout le monde s'est mis un peu à repenser ce lieu intime
qui est le domicile, en fait, le chez-soi, et qu'est-ce que ça veut dire, être bien chez soi, c'est quoi le confort, hein, finalement, de quoi est-ce qu'on a besoin pour être bien chez soi sur la durée, quand on reste longtemps dans son appartement. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser, quels que soient ses revenus, quel que soit l'endroit où on habite. Et donc, ça nous a permis peut-être aussi de remettre un peu d'intelligence sur les questions de la qualité, et notamment au-delà des logements qu'on peut faire, de la qualité urbaine des programmes dans lesquels on vit, comment est-ce qu'on traite les espaces extérieurs, espaces verts d'ailleurs ou autres. Donc, ça a été ça. Après, ça a quand même été une période très difficile pour nous parce que d'une part, comme les autres, on a dû arrêter beaucoup de chantiers, donc on a eu des retards de livraison dans le logement social, ça a évidemment un impact très vite. On a perdu à peu près 70 000 attributions de logements sociaux sur l'année, ce qui est considérable. On a des surcoûts sur les chantiers dits Covid qui n'ont évidemment à la fin pas été compensés, donc je ferais quand même un moment le redire parce que maintenant on a le coût des opérations. Et puis ce qui est difficile, c'est que cette crise elle est arrivée à un moment où on voyait bien déjà une crispation très forte sur les enjeux de l'acte de construire et de comment produire. Et c'est vrai que vous le savez, pour le logement social en 2020, on a eu l'année la plus mauvaise des agréments, c'est-à-dire les logements qu'on va mettre en production pour les années à venir. On a le pire résultat depuis 15 ans. Et je vous le dis à tous, évidemment, c'est pas le Covid qui est lié à ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important, qui est une difficulté en fait à porter des projets. Après, je pense que sur l'ensemble du secteur et la suite, je crois quand même que le fait qu'on interroge plus nos missions envers l'autre, toute la dimension sociale en fait de nos activités, et que ça soit en interne de nos entreprises, parce qu'on a eu nous aussi un souci important par rapport à nos salariés, tant nos salariés dans le suivi, y compris de leur santé, que sur les enjeux en fait aujourd'hui de la santé au travail avec l'augmentation du télétravail et de la distance, qui met aussi des gens en souffrance psychologique réelle. Et puis aussi de voir qu'une politique du logement social, elle amène aussi évidemment et heureusement d'ailleurs des solutions à des situations individuelles difficiles. Et donc évidemment cette mobilisation-là, elle est très importante. Je veux quand même dire à la fin que peut-être que la période, elle a été aussi paradoxale parce qu'on a eu beaucoup de discours sur le fait qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait changer la société, qu'il fallait réfléchir plus par rapport à des enjeux de solidarité, de ville inclusive, etc. Bon, la réalité, c'est qu'on se confronte quand même au réel. On voit bien que toute cette réflexion plutôt d'ouverture qu'on a vue il y a un an, malheureusement, elle est un peu plus loin et qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes de retour sur l'entre-soi qui sont en train d'arriver, qui, dans nos métiers, en fait, m'inquiètent évidemment fortement. Aïe, 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 il n'est pas pour tout de suite le jour d'après. Je continue mon tour de table avec Alexandra François-Cussac sur la manière dont les promoteurs ont traversé cette période inédite et puis le regard que vous portez sur l'ensemble de la filière. Alexandra. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Les promoteurs ont été évidemment, comme toute la filière, profondément impactés. Les acteurs se sont d'ailleurs beaucoup tournés vers leur fédération parce que ça a été un choc juridique aussi, un choc technique, un choc social. Et il a fallu s'adapter à un cadre qui était venu complètement différent du jour au lendemain. Et c'est vrai que j'ai eu la sensation, en tant que fédération professionnelle, on a eu là l'occasion de jouer un rôle extrêmement important et de proximité avec les promoteurs adhérents, c'est-à-dire la très grande majorité des acteurs sur le territoire. Ça nous a à la fois fait plaisir, mais à la fois montré comment la profession est dépendante de son cadre juridique, de son cadre technique, et finalement très dépendante aussi, de la réglementation. Et je vais y revenir, mais c'est quand même une crise qui nous a enlevé près d'un tiers de notre activité. Donc elle est évidemment très forte en volume. C'est une crise de l'offre qui nous a empêchés de produire.
mais c'est une crise qui avait pris racine avant l'épidémie. On avait déjà alerté sur des conditions de travail de plus en plus difficiles, rallongeant considérablement chaque année le temps de réalisation d'un logement neuf dans ce pays. Et donc, ces alertes qui avaient assez peu porté leurs fruits, il faut dire, ont été mises à nu pendant l'épidémie et ont bien montré un certain nombre de faiblesses, il faut le dire, de nos organisations en France, sur notre manière de produire, la faiblesse de l'industrialisation, par exemple, la faiblesse de la digitalisation également, une profession extrêmement dépendante, je l'ai dit, de sa réglementation, très dépendante du politique locale. Et donc, ces faiblesses mises à nu pendant la crise nous font avoir un constat et un bilan extrêmement mauvais, mais nous font dire aussi que la crise est devant nous, parce que vous savez que les promoteurs anticipent, évidemment, ont le devoir d'anticiper la ville de demain, a fortiori quand le délai de production d'un logement dépasse 6 ans. Et donc, on avait déjà anticipé un certain nombre de tendances qui vont certainement mettre encore un peu plus de temps à éclore pour une raison très simple, c'est que de crise sanitaire, on est quand même passé à une crise qui est une crise financière pour un grand nombre de Français et un grand nombre d'entreprises. Et on voit un certain nombre de faits très inquiétants aujourd'hui pour nous, dans notre écosystème, qui viennent aggraver cette crise. Je pense par exemple à des prix d'anciens qui s'enflamment. Je pense par exemple à une pénurie de matières premières qui arrive. Et on voit bien la mondialisation de cette crise qui touche également notre activité franco-française. Je pense également, pour des sujets plus hexagonaux, la difficulté d'assimiler la RE 2020 qui s'annonce et qui arrive à grands pas et que l'on va devoir assimiler dans une période déjà de grande interrogation et de grande fragilité. Je pense également à la maîtrise de l'urbanisation et des textes sur la loi de l'artificialisation qui montrent quand même toutes les difficultés que nous avons dans ce pays à se mettre d'accord sur une méthode qui peut plus venir d'en haut pour descendre en bas, mais qui doit bien partir des territoires pour pas recréer un choc à la fois avec les collectivités locales, mais aussi avec les acteurs et tout simplement aussi avec les habitants, parce que sans dialogue, le monde d'aujourd'hui n'est pas prêt à la densité, n'est pas prêt à assumer cet aménagement du territoire différent. Donc, vous voyez que si vous voulez, une crise qui a commencé avant, pendant, on est rattrapé par un certain nombre de phénomènes qui sont propres à cette crise-là. La difficulté pour nous de poursuivre la transformation de notre secteur, qui était bien une transformation environnementale, qui était bien une transformation sociale, puisque je rappelle qu'on produit à notre niveau une partie des logements sociaux, et une difficulté également à accompagner la digitalisation de nos entreprises dans un contexte de réglementation extrêmement volatile, extrêmement mouvant, très important, très structurel, mais une difficulté pour nous d'accompagner les opérateurs. Les logements, bien sûr, on les travaille, on les rend modulaires, on les rend, le plus proche possible des aspirations des personnes. Parce que vous savez que le propre du promoteur, c'est quand même d'être en B2C, direct, en frontal avec ses clients individuels, mais aussi en lien avec des acteurs qui sont de plus en plus arrivés sur notre marché. Je pense aux investisseurs, qu'ils soient institutionnels comme la Caisse des dépôts ou Action Logement, mais je pense aussi à des investisseurs privés, qui soient des fonds, qui soient des fondations, toutes sortes d'acteurs qui arrivent chez nous et qui aussi ont un certain nombre d'attentes sur le logement durable notamment. Et donc ces investissements durables, que ce soit pour le particulier ou pour l'investisseur investisseur, ce logement-là, il a la nécessité de s'adapter à leurs attentes. On l'avait déjà commencé, on va le poursuivre. La difficulté, c'est de le faire dans une épure économique qui rende le logement accessible à l'accédant, ce qui est de plus en plus compliqué, ce qui nous inquiète beaucoup.
Mais on n'a pas finalement beaucoup d'interrogations sur notre capacité à adapter le logement à la ville de demain. On est déjà là-dedans, la connectique, la végétalisation, la renaturation en ville. Tous ces sujets-là sont notre quotidien. Cette innovation-là, on sait la faire. Simplement, peut-être que la crise agit comme un accélérateur de transformation. Merci Alexandra, merci beaucoup. Je finis ce tour de table avec Christine Lecomte pour voir comment la maîtrise d'œuvre et notamment les architectes ont traversé cette crise et la lecture que vous en faites, Christine. Oui, merci beaucoup. Alors déjà, je me rejoins Mecca Brunel sur le panel féminin. Je trouve ça extrêmement agréable de pouvoir échanger comme ça et d'avoir ce panel de 4 femmes pour parler de cette situation. Alors tout d'abord, une adaptation assez rapide au niveau des conditions de travail des architectes, un passage en télétravail assez rapide, malgré la lenteur des processus administratifs. On a eu beaucoup de mal, notamment sur les permis de construire, et on est en grande attente d'un permis de construire dématérialisé, vraiment de qualité, qui permette d'échanger avec tous les acteurs. Donc là, il y a une volonté politique à faire vraiment ce passage bien dans le timing prévu, mais avec une possibilité de qualité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le post-crise et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est que il faut pas associer simplement. Il y a eu le Covid et il y a eu aussi les municipales. Et en fait, les deux ensemble ont marqué beaucoup d'arrêts, notamment dans des études. Et beaucoup d'argent perdu parce que c'est de l'argent public qui a été mis dans ces études. Donc, on a beaucoup aujourd'hui d'agences qui se retrouvent avec des études arrêtées ou avec des projets qui ne vont pas se poursuivre. Et donc, sur ce volet-là, on a un vrai enjeu à faire comprendre, notamment aux maîtrises d'ouvrage publiques, qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer à poursuivre les projets qui étaient en cours. Et puis sur la question plutôt de ce qu'a apporté la crise dans la réflexion des architectes. Alors, en fait, on n'a pas vraiment attendu la crise parce que déjà, lors de la loi Elan, on s'est énormément investi pour montrer à quel point il y avait un problème de qualité dans le logement produit et on avait signé des manifestes, on s'est beaucoup investi là-dessus pour essayer de montrer à quel point on avait fait baisser le niveau de qualité des logements. On passait à des 18 mètres carrés pour des salons cuisine où la cuisine est en second jour. On a des parties communes qui n'ont pas forcément de lumière. Enfin, il y a un vrai problème d'usage progressif qui s'est installé et notamment qui a fait que le gouvernement a lancé le rapport Lemain, qui le montre bien, qu'on a énormément de problématiques. Je vous invite à le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et ça a renforcé cette prise de conscience et ça a fait parler beaucoup d'architectes. On a eu beaucoup de tribunes qui sont sorties pendant cette période-là, un petit peu comme si la parole se libérait, avec beaucoup de prises de réflexion, de recul, et qui ont associé, c'est vrai, la crise sanitaire avec la crise environnementale, avec un énorme volet qui est de dire on peut plus continuer comme ça, on va droit dans le mur, on gaspille trop de matériaux, on gaspille du terrain, on démolit beaucoup ce qu'on a déjà. Donc comment est-ce qu'on peut considérer l'existant? Comment est-ce qu'on peut réparer la ville? Comment est-ce qu'on peut s'approprier en fait la réhabilitation pour recréer? Et tout ça en se disant mais aujourd'hui on a la possibilité parce que les habitants en fait, la crise a révélé un besoin de logements énormément adaptés, des logements qui ont des prolongements extérieurs, plus de lumière, de l'espace, de la modularité possible. Et puis, à l'échelle, on va dire, de l'aménagement du territoire, on a le triptyque, finalement, logement, mobilité, télétravail, qui questionne aussi les équilibres territoriaux, métropole, ville moyenne. Donc, on a vraiment un besoin aujourd'hui d'une réflexion sur l'aménagement du territoire à toutes ces échelles, en prenant en compte finalement cette chose qui est un peu de se dire n'allons pas droit dans le mur, essayons justement de travailler avec ce qu'on a déjà dans cette espèce de forme de sobriété. Et c'est vrai qu'il y a des solutions. Nous, on le voit, les écoles d'architecture sont pleines de jeunes, les architectes sont pleins de volonté pour porter ces solutions avec les autres acteurs. Et on le voit quand on échange avec eux, finalement, il y a besoin d'un quart de tour, il y a besoin de plus de dialogue. Et c'est aujourd'hui l'enjeu qu'on a tous ensemble, c'est et les pouvoirs publics et les acteurs de
des filières, venir trouver les modes opératoires qui vont fabriquer d'autres équations économiques pour une meilleure adaptation aux conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Christine, je reste avec vous et dans l'étude d'EY Palladio et Businessimo sera inventée ensemble autour de 3 grandes responsabilités. Christophe les a montrées. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces problématiques autour du climat, des problématiques autour des sociétales et puis dans l'équation économique? Et puis vous avez évoqué quelques pistes de réflexion sans être exhaustif. C'est quoi les débuts de solutions pour répondre à ces enjeux? Alors oui, on s'y retrouve. Prendre part à l'accompagnement sociétal, c'est évident. Enfin, c'est dans l'ADN de toute façon du métier d'architecte, puisqu'on travaille sur l'espace et la qualité de vie et l'accélération des efforts en faveur de la transition environnementale. Énormément d'architectes sont là-dedans. Alors il y a des solutions, bien sûr. La solution, évidemment, dans ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est réparation, réhabilitation, arrêter de démolir. On sait par exemple que 75% des déchets viennent du BTP. Si on se base sur les chiffres que citait hier Jean-Philippe Vassal sur France Culture, qui disait 15 milliards d'euros ont été dépensés en 20 ans pour démolir 200 000 logements et en reconstruire que 190 000. Il y a vraiment des questions aussi sur comment on fait avec le bon sens. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va aussi s'appuyer sur ce qu'on a déjà, prendre aussi la tangente en regardant les autres matériaux, c'est-à-dire avoir un équilibre de matériaux. Donc là, moi, je suis absolument pas contre le béton, mais je pense qu'il faut regarder ce qu'on a. Je veux dire, aujourd'hui, et ce qui est renouvelable, ce qui va créer des emplois, ce qui va faire que finalement, on va pas faire que de la dépense dans le plan de relance qui arrive, mais on va faire aussi de l'investissement, c'est-à-dire par rapport à nos territoires. Je prends des exemples très simples. On va, dans ce plan de relance, on veut rénover thermiquement des logements. À grande échelle, on met aucune éco-conditionnalité aux matériaux, alors qu'on a un besoin d'isolation pour réhabiliter. Et cet isolant, où est-ce qu'on va aller le chercher? Alors qu'on a près de chez nous, on a des terres agricoles qui permettent de fabriquer des isolants de qualité. Je pense au chanvre par exemple. Et donc de se dire qu'on pourrait travailler sur un investissement au lieu d'une dépense, en investissant dans des pratiques beaucoup plus vertueuses. Et cette question, elle est de se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de refabriquer notre filière à partir des nouveaux modes de faire la ville. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir investir dans la matière grise. Voilà. On voit, alors, une petite chose que je ne sais pas si je devrais le dire, mais je le dis honnêtement, puisque beaucoup de mes confrères me l'ont dit, pendant le Covid, on a eu un petit peu plus de temps pour faire nos études. Eh bien, je peux vous assurer que quand on laisse un petit peu plus de temps aux gens pour réfléchir, eh bien, on a des projets de meilleure qualité. Et donc, cette compression aussi du temps qui parfois fait gagner de l'argent, qui fait gagner de l'usage, qui permet de penser mieux, extrêmement important. Merci Christine. Je reste juste sur le volet environnemental pour passer la parole à Alexandra. En 2 minutes, Alexandra, vous avez évoqué la RE 2020. On a tout un volet aussi sur la rénovation du parc immobilier, sur la construction avec des matériaux biosourcés. Comment vous regardez ces enjeux environnementaux et comment la filière de la promotion peut y répondre aujourd'hui? Les enjeux environnementaux, ils sont très complexe, en ce sens où je pense qu'il n'y a pas de vérité à utiliser tel ou tel matériau plutôt qu'un autre, etc. On diabolise beaucoup le béton, mais le béton peut aussi être bio. On diabolise beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas de vérité, mais au niveau du choix des matériaux. Il y a une vérité, comme le disait la représentante des architectes, sur les approvisionnements. C'est absolument incohérent d'aller chercher un très très grand nombre de nos approvisionnements à l'étranger, alors qu'on pourrait le faire en France. Donc je crois qu'il faut absolument traiter cette question entre professionnels si c'est nécessaire. Mais on a vraiment le besoin de se réinterroger. Les promoteurs, quand on renature un projet, on va quand même chercher la plupart du temps les arbres en Italie, les arbres de haute tige en Italie. Il y a énormément d'incohérences à tous les niveaux. Par contre, quelque chose qui est un frein au développement de cette approche environnementale et cette sobriété qui est tant réclamée,
c'est la réglementation. Aujourd'hui, les PLU contraignent énormément l'acte de bâtir et le contraignent d'une telle manière que la densité peut pas exprimer ce qu'elle a de mieux à exprimer. C'est-à-dire que les hauteurs sont bloquées, alors qu'on sait bien que pour dégager de l'emprise au sol, il faut monter. Ces hauteurs sont bloquées. On est bloqué en épaisseur de bâtiment, ça veut dire qu'on peut pas faire les balcons ou les terrasses qu'on veut faire dans la plupart des cas, alors que c'est nécessaire. On est bloqué en surface vitrée, je pense au bien-être, à la luminosité de nos appartements pour nos acquéreurs, parce qu'on a des réglementations thermiques épouvantables. Et je peux comme ça réinterroger. Et au final, l'appartement n'est pas quelque chose de choisi par les uns ou par les autres. L'appartement devient quelque chose de subi quand elle a passé le filtre de toutes ces réglementations qu'on s'est mis sur le dos. Et ça, c'est quand même nécessaire d'interpeller les pouvoirs publics là-dessus, tous ensemble, pour qu'ils touchent du doigt, qu'ils comprennent que la réglementation doit s'assouplir pour permettre l'émergence de la ville durable. On parle de la densité, c'est extrêmement important. Je ne vois pas, si on considère qu'on essaye de conserver le maximum d'espaces naturels, forestiers, etc., je ne vois pas comment on va répondre à la demande si on ne s'engage pas dans une certaine forme de densité apaisée, acceptée et partagée. Je n'ai pas la solution. Je crois qu'il y a d'autres pays l'ont fait avant nous. Je crois qu'il faut réinterroger nos méthodes, notamment celle de la participation des habitants en amont du projet, l'urbanisme de projet. Je crois qu'il y a un problème de méthode, un problème de méthode dans ce pays. On ferait bien quand même de s'inspirer de d'autres pays qui arrivent à partager pouvoir public, professionnels et habitants. Ouais, merci beaucoup. Alors j'aimerais, parce que là il manque visiblement un représentant du ministère, mais on a une ancienne ministre du Logement. Alors j'aimerais bien avoir le retour d'Emmanuel Cos, peut-être sur cette réglementation dont parlait Alexandra. Et puis j'aimerais aussi interroger la question de la densité, peut-être avec Meka après. Emmanuel d'abord. Non, mais le problème de la réglementation, on peut juger des trucs incohérents ou trop lourds. Le gros problème actuel, et on l'a vu sur la réglementation environnementale, la RE 2020, moi il se trouve qu'il y a 4 ans, j'avais lancé une démarche expérimentale justement pour travailler de manière collaborative à la future norme. Et ce qui est le plus troublant en fait, c'est que ce travail qui était assez intéressant, le label E+, c'est moins, d'un seul coup on a changé complètement de méthode. Et je pense que c'est ça le problème, c'est quand les pouvoirs publics en fait ne choisissent pas d'écrire une réglementation avec celles et ceux qui vont la faire vivre demain. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, vous le savez, je suis extrêmement convaincue qu'il faut construire autrement et penser les projets urbains autrement, notamment pour des enjeux évidemment environnementaux, de baisse de notre empreinte carbone et justement d'une consommation foncière qui soit extrêmement sobre et donc intelligente. Mais moi, je vous le dis aussi, on peut avoir un immeuble, si un immeuble est mal conçu, mal pensé, même s'il est le plus performant en termes d'émissions de gaz à effet de serre et énergétique, si on y vit mal, on y vit mal. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas sortir les enjeux de confort et justement, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure de la qualité urbaine. Il y a un moment, on a aussi des locataires qui cherchent simplement à être bien chez eux. Donc, c'est évidemment les enjeux et évidemment qu'il faut avancer sur des bâtiments beaucoup plus sobres, mais il faut aussi des choses assez simples comme en effet de la lumière du jour, des espaces traversants, etc., des réponses aux enjeux du bruit et tout ça, ou simplement avoir des aspects extérieurs. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dogmatisme de toutes parts, de l'État comme des élus locaux qui s'expriment dans les PLU et tout ça, ce qui fait qu'en fait, la capacité à penser, à réfléchir et à produire des choses intelligentes et des bâtiments qui vont être agréables à vivre demain comme dans 50 ans, on n'y arrive pas. Après, il y a un autre enjeu qui est très difficile, c'est quand même la question du financement et de l'argent des solutions nouvelles, et ça vaut autant pour le neuf que pour la réhabilitation. En tant que bailleur social, nous, on s'est engagé, de toute façon, la loi nous impose d'éradiquer les classes F et G d'ici 2028. Hein. Ça, c'est ce que dit la loi. Ça concerne 800 000 logements sociaux sur 5 millions. Bon, la réalité, c'est que le plan de relance, il a prévu une petite enveloppe d'accélération sur les réhabilitations de logements sociaux de 500 millions. Enfin, je rappelle que le plan de relance, qui est à plusieurs centaines de milliards d'euros, n'a rien prévu sur les enjeux urbains, en fait. Hein.
quand même, il faut le rappeler. On aurait pu, y compris, décider dans le plan de relance d'aider justement à cette augmentation de la qualité. Et franchement, on peut décréter qu'il faut éradiquer les classes F et G. Il y a un moment où les équations financières, elles sont pas là quand même. Je le dis d'autant plus que moi, en tant que bailleur social, j'ai des obligations. Mon obligation, c'est de sortir des loyers qui soient extrêmement bas. Et donc finalement, c'est pas simplement que je cherche qu'on a besoin d'argent immédiatement, mais on n'a pas des solutions de prêt qui sont si intelligentes que ça pour, par exemple, faire ce dont parlait Christine, les gros programmes de régénération où en fait on part d'un bâtiment et on va complètement le transformer, qui à mon avis une des belles réussites. On voit des opérations aujourd'hui qui sont ces programmes de régénération, transformation bureau en logement et tout ça, mais aussi des programmes de logements sociaux. Au lieu de les démolir, on pourrait les transformer totalement, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent quand on fait les opérations. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aussi parfois on démolit, c'est parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, y compris financièrement, y compris en termes de rapidité et tout ça. Donc, c'est ça aussi, c'est que il faut quand même l'assumer. Et puis, je dirais quand même que cette prise de conscience sur les enjeux environnementaux, elle est absolument formidable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution de la société qui a compris en fait très rapidement qu'est-ce que c'était que l'empreinte en fait, l'empreinte de notre activité, notre mode de développement sur la préservation de la planète. Donc cette conscience-là, c'est formidable. Mais moi, je m'en alerte tout le monde que cette conscience-là, elle n'est pas un effet pervers que je vois net chez certains, qui est en fait un dogmatisme total sur la question de la construction de la réhabilitation. Et moi, j'ai une mission. J'ai 2 millions de demandeurs de logements sociaux aujourd'hui. Donc, ma mission, c'est quand même de répondre à cette demande-là et donc de produire du logement social. Et c'est vrai que les levées de boucliers de plus en plus fortes sur des programmes de logements sociaux au nom de la biodiversité et de l'écologie, mais en fait, c'est pas pour ça qu'il y a une opposition. C'est parce qu'en fait, dans beaucoup de villes, on ne veut plus voir des classes moyennes basses et des gens qui sont pauvres. Disons les choses entre nous, tout simplement. Ça, pour moi, c'est insupportable. Excusez-moi, Emmanuel. Ouais. C'est pas de l'écologie, alors c'est de l'égoïsme. Mais bien sûr que c'est de l'égoïsme. Et on utilise en fait les nouveaux enjeux sur le respect de la biodiversité et de l'environnement pour nous expliquer qu'on ne peut pas faire. Sauf que si demain vous faites un programme qui n'est pas du logement social et qui peut être par exemple un service public ou un cinéma, vous n'aurez pas la même opposition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, un de nos enjeux, qu'on soit bailleur social, promoteur, architecte, tout ça, c'est aussi qu'on trouve des solutions pour que le droit à la ville, il s'exerce totalement. Quand je dis droit à la ville, c'est l'accès à pouvoir choisir là où on souhaite habiter. Et donc, ça veut dire aussi que tout le monde soit conscient qu'on a quand même un problème d'accès au logement dans notre pays qui concerne toutes les classes sociales, parce qu'on a un logement assez cher et qui manque dans beaucoup d'endroits, alors que dans d'autres, il est en surreprésentation. Et donc, il faut évidemment faire mieux différemment, être sobre dans nos consommations foncières, mais on ne peut pas m'expliquer partout, en fait, qu'on n'a pas besoin de logements sociaux. Sinon, je n'aurai pas 2 millions de demandeurs. Et voilà, ces gens, ce n'est pas des dossiers, c'est des vies aujourd'hui, des gens qui sont en attente d'un logement de meilleure qualité avec un loyer maîtrisé. Et on ne peut jamais l'oublier, ça. Meka, sur la question de la densité face aux défis environnementaux, on pense que si on est dans une obligation de ne plus artificialiser ou de réduire l'artificialisation nette des sols, une des réponses, c'est la densité urbaine. On voit qu'il y a une forme de rejet. Alors j'ai bien compris qu'on est plus accueillant avec un immeuble de bureau, avec un cinéma qu'avec un immeuble HLM. Mais comment vous répondez à ça, Meka ? Écoutez, en rebondissant sur ce qui vient d'être dit par Emmanuel Cos, Christine Lecomte et Alexandra François-Kuchak, et globalement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous sommes dans le dogmatisme et probablement une certaine peur d'une certaine frange de l'opinion publique plutôt que de réfléchir. Et je partage l'idée qu'il faut quand même réfléchir globalement parce que il manque des logements sociaux, mais il manque des logements tout court. Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Pour moi, il y a 2 sujets importants. C'est un, les transformations de bureaux en logements. Il ne faut pas passer son temps à dire qu'on va envoyer les gens en télétravail et surtout la mécanisation, la digitalisation va réduire les emplois administratifs qui occupent des mètres carrés de bureaux et que par ailleurs
il y a une sorte de difficulté à lancer ces transformations du bureau en logement, de difficulté de conversation avec les autorités en général. Et moi, ça a été ma grande surprise, parce que je promeus ça depuis longtemps. Et la deuxième chose dont on ne parle pas, enfin, dont vient de parler Emmanuel, c'est tout ce qu'il faut faire sur le parc existant, de transformation de ce parc existant. Au fond, ce qu'il faut faire, c'est de rendre cette densité désirable. La ville n'est pas simplement un ghetto, un ensemble, une juxtaposition d'emmerdes, pour le dire très franchement, et des gens qui veulent tous aller à la campagne et devenir agriculteurs. Je le dis à tout un chacun, c'est tout à fait noble d'avoir envie de ça, mais l'agriculture n'est pas simplement de planter 2 pots d'herbe sur son balcon, que d'ailleurs on n'arrive pas à faire pousser parce qu'on n'est pas très doué, en tout cas c'est mon cas. C'est un métier dur, un métier 24/24, 7/7. Donc il ne faut pas penser que c'est si facile que ça. Maintenant, la ville doit garder son côté accueillant, doit garder son côté désirable. On dit qu'on va travailler de la maison. Comment on va organiser tout ça? On peut le faire. On a les capacités, la filière, sa transversalité. Et là, je prends ma casquette de vice-présidente de Palladio. On peut, en mettant tous les acteurs autour de la table, le faire. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue, inventer des normes dont on n'a pas discuté, non pas simplement d'un point de vue technocratique, mais d'un point de vue d'usage. Quelle est la finalité de ce qu'on veut faire? À quoi on veut aboutir? Ça ne sert à rien. Avoir des normes, je dis souvent, par exemple, le réemploi. Le réemploi est très important. Simplement, les assureurs n'assurent pas. Ils n'ont pas encore, ils ont besoin d'avoir des certificats, etc. Nous avons besoin de travailler cette densité et on peut rendre cette densité désirable. Il y a des moyens d'y travailler. Je partage tout à fait l'avis de Christine Lecomte. Mettons du temps de réflexion et de la transversalité de réflexion et de l'innovation dans tous les domaines avant de se lancer tête baissée dans des actions qui nous amèneraient à le regretter demain. Et réfléchissons ensemble. Mais la filière est aujourd'hui consciente, et à tout un chacun d'entre nous, nous sommes conscientes du travail que nous devons faire. Travaillons là-dessus, mettons l'énergie là-dessus, transformons ces villes. Ces villes méritent d'être transformées. Elles sont belles, elles ont des histoires, elles ont été transformées à plusieurs reprises et on peut être accueillant. Les besoins de logement n'ont jamais été aussi importants. Je prends l'Île-de-France, la population d'Île-de-France estimée par an en augmentation, c'est de 50 000 habitants de plus. Ben, qu'est-ce qu'on en fait là? On ghettoise encore plus. La mission du logement social est importante. Notre mission, nous, dans le privé, d'avoir du logement locatif pour avoir cette chaîne de la valeur, la proximité devient de plus en plus important. Nous avons besoin de continuer à y travailler. Il y a beaucoup de bûches, mais il y a aussi cette volonté d'y arriver vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de tous ceux qui se sentent isolés, et ne nous replions pas sur nous. Et surtout, on parlait des PLU. Les PLU sont en silo. Ici, vous faites du bureau, ici, vous faites du commerce, ici, vous faites du logement, ici, c'est du social, ici, c'est machin. Je vous assure que la mixité est extraordinaire en termes y compris d'intégration. Et moi qui vous parle, je suis d'origine étrangère. Donc, l'intégration, c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Parce que les ghettos, c'est toujours dans les deux sens. Hein. On se met tous en ghetto et on est mieux quand on est chez soi. Mais rencontrer les autres, ça nous ferait du bien. Donc, je pense que c'est un message fort et surtout, ouvrons les portes de nos entreprises, prendre des stages. Nous nous sommes engagés au sein de Palladio de le faire massivement. Gardons cette ouverture vers nos jeunes et gardons aussi l'ouverture vers tous ceux qui ont de l'expérience et qui pourraient se confronter. Il n'y a pas les jeunes à côté. Moi, j'ai l'habitude de dire, les millénials, ce qui est bien avec les millénials, c'est que tous les ans, ils prennent une année. Donc, le monde est ainsi fait et gardons cela. Ça demande beaucoup d'énergie, je suis d'accord avec Emmanuel, le repli sur soi, le dogmatisme revient. Mais si on est nombreux à pousser, on doit pouvoir y arriver.
L'appel de Meka. Merci beaucoup. Christine Lecomte voulait réagir. Christine. Oui, mais Meka a dit beaucoup, donc voilà. Non, en fait, juste pour poursuivre ça, je crois qu'on est vraiment à un tournant et qu'il ne faut pas le rater. C'est-à-dire que Emmanuel parlait de la crise du logement et des besoins en logement. On parlait de la crise environnementale, etc. La crise du logement, aujourd'hui, il y a un nombre de besoins en logement, mais demain, combien il va y en avoir à la suite de cette crise? Encore plus. Donc, on est vraiment à un tournant. Et ce tournant, en fait, il va aussi passer par la formation. Et la formation de nos jeunes, la formation d'un récit collectif, c'est-à-dire d'un objectif collectif, où peut-être, et je vais peut-être dire un gros, mais je le dis, on va déplacer le curseur d'une ville produit économique vers une ville qui travaille d'abord l'usage, le vivre ensemble, le respect de l'autre, le respect aussi de la fabrication de soi, de l'intime, pour aller vers les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de ça, c'est-à-dire que quand même, la ville, c'est un peu la spatialisation de la démocratie. Donc, si on la fabrique mal, on crée la tension parce qu'on empêche la relation à l'autre. Et donc, on a une attention extrêmement particulière. C'est un devoir des pouvoirs publics de créer des PLU, des éléments, et peut-être que c'est plus un PLU d'ailleurs, mais une manière de pouvoir nous aider à fabriquer la ville dans cet acte démocratique qui permet à tous d'avoir une accessibilité à cette ville. Le droit à la ville pour tous, comme disait Emmanuel, c'est peut-être aujourd'hui à remettre en priorité au centre des préoccupations et de déplacer le vecteur économique comme étant un facteur qu'il faut prendre en compte, mais qui n'est pas au centre de l'équation. Ça veut dire qu'il faut réinventer des modèles économiques ? Ah bah oui, ça c'est sûr. Je sais qu'on n'en a jamais vraiment parlé en tête à tête avec Alexandra, mais je sais que par exemple, quand il y a un besoin de marge financière d'au moins 8% dans un bilan économique de promotion, moi je me dis, ces 8%-là, c'est beaucoup pour un acte qui est la démocratie avant tout. Donc, ce n'est pas la faute des promoteurs, c'est la faute d'une équation économique qui est actuellement comme ceci. Et c'est pour ça que l'ensemble des acteurs autour de la table, à qui est-ce qui manque? Le banquier, l'assureur. Et c'est pas de votre faute. On peut pas avoir tout le monde dans un débat. Mais nous, on en a besoin. Tout à l'heure, Meka parlait du réemploi et des assurances. Mais comment vous voulez qu'on fasse? Même nous, les architectes, quand on nous propose de concevoir et qu'on ne peut pas réemployer parce qu'en fait, c'est impossible. On n'a pas derrière de bureaux de contrôle qui prennent le relais. Donc, en fait, c'est une formation et cette filière tracée, ça ne marchera que si on met tout le monde autour de la table, qu'on tape un peu du poing sur la table aussi pour certaines choses, notamment, voilà, l'équation économique, l'équation assurantielle, elle est obligatoirement autour de la table aujourd'hui pour ne plus qu'elle soit au centre du processus de fabrication de la ville, mais qu'elle soit une composante parmi d'autres. Sur l'équation économique, j'aimerais avoir le retour de Meka Brunel et peut-être d'Alexandra aussi. Meka. Juste un mot. En vérité, moi je me méfie des trucs comme ça qu'on veut réinventer. On n'a pas besoin d'inventer des équations économiques, on doit juste l'enrichir. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parle d'équations économiques, on parle d'un TRI court terme. Mais prenons l'impact carbone. Si on se projette dans le temps, nous, chez Gessina, j'ai souhaité inventer, et puis j'ai Sabine Desnaux, qui est elle la gentille, moi la méchante, on a inventé une taxe carbone interne. C'est-à-dire que dans tous nos TRI, on a mis une taxe carbone pour que nos asset managers, nos gestionnaires, nos financiers, nos techniciens se rendent compte de l'impact de nos actes en termes de valeur carbone. Et donc, de mettre le bénéfice des bonifications des collaborateurs sur le TRI après taxe carbone interne et pas avant. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a transformé, la monnaie, ça sert à ça. C'est pas la peine d'inventer autre chose. La monnaie, ça sert à ça. Quand on le transforme après en action innovante pour baisser notre empreinte carbone, eh bien, nous faisons de l'investissement long terme. Ça ne change rien, mais on a utilisé la monnaie là où ça doit être et pas simplement question d'enrichissement et de PIB court terme. Donc, on peut utiliser les outils que nous avons aujourd'hui pour avoir ces bilans long terme et pour regarder, transformer en investissement ce qui est simplement du court-termisme. En ayant fait ça, nous avons accéléré notre impact carbone interne sur le portefeuille existant, parce que l'essentiel, c'est aussi l'existant sur lequel il faut travailler. Et il faut construire du neuf et transformer le neuf et transformer les immeubles, etc.
Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sur les assureurs, nous avons lancé un appel d'offres d'assureurs et on leur a dit qu'il faut absolument qu'on mette le réemploi. Et ils nous ont dit on ne sait pas faire. On a dit OK, on ne va pas passer de contrat avec vous. Allianz France a pris le lead là-dessus et l'offre aussi à ses autres clients. Il faut que collectivement, on transforme ce qui existe plutôt que de réinventer de nouveaux trucs, de nouveaux règlements, de nouveaux machins qui sortent de je ne sais pas d'où. Utilisons la caisse à outils que nous avons déjà. Je vous assure, il y a déjà beaucoup de choses dans notre caisse à outils. Réutilisons, réemployons la caisse à outils financière au bon endroit et à la bonne destination, plutôt qu'à chaque fois inventer l'eau chaude, et utilisons cette innovation pour ce faire. Je t'assure, Gaëlle, qu'on pourra utiliser ce que nous avons, mais mettre l'innovation là où on doit le mettre. Merci Meka. Juste en 2 minutes sur les modèles économiques, parce qu'il faut que je conclue, je prends une volée de SMS de la part d'EY. Et avant de passer la parole à Marc Lermite, j'aurais aimé quand même avoir Alexandra et Emmanuel sur les modèles économiques qu'il faut inventer, réinventer, ou la boîte à outils qu'il faut utiliser, et savoir où est la bonne clé de 12. Alexandra. Oui, bon, sur le modèle économique, Christine Lecomte a pas tort et tort à la fois. Elle a pas tort parce que ce modèle-là, il est vieux comme le monde et on fabrique comme on fabriquait presque au début du siècle. Le promoteur a pas tellement finalement fait évoluer son modèle, les banques non plus et les agrégats sont un peu toujours les mêmes. Ce qui s'est passé par contre, c'est que tout ça s'est apprécié à grand renfort d'ambition et finalement d'ambition vertueuse. Hein. Et donc on n'a sûrement pas fait assez attention à la valeur foncière et on n'a pas fait suffisamment attention ou en tout cas trouver des solutions pour qu'en bout de chaîne, l'acquéreur puisse trouver un logement super abordable. Et ces deux choses-là, elles doivent quand même nous interroger. Si on continue comme ça, on va avoir qu'une population de locataires. Ça, c'est clair. Ou alors, on aura un marché qui sera uniquement investi par les investisseurs institutionnels ou autres. Et le particulier aura complètement disparu dans la chaîne des acteurs acquéreurs. Et ça nous pose quand même, en tout cas, ça pose question à un certain nombre d'entre nous. Donc, je crois que l'ingénierie, pour pas parler forcément de modèle économique, pas utiliser forcément un grand mot, mais l'ingénierie doit quand même être au service du financement de ces deux problématiques. Il y a déjà des progrès qui sont faits quand on parle d'office foncier solidaire et qu'on parle de bail réel solidaire, on voit bien que c'est une ingénierie particulière qui permet de rendre le logement plus accessible, de loger le foncier d'une manière différente. Je regrette simplement que la promotion privée soit de plus en plus exclue de ces modèles-là, alors qu'elle aurait intérêt dans le vœu de mixité que nous faisons tous à y être associés. Je veux parler également, par exemple, de démembrement, c'est pas un gros mot et ça peut permettre quand même de rendre le logement accessible pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est quand même déjà pas si mal, et tout un tas d'autres innovations de montage qui peuvent nous aider à solutionner ces choses-là. Je voudrais juste dire aussi une chose, c'est que le foncier, ça reste, bien sûr qu'il est parfois dans les mains des privés, mais ça reste une valeur universelle, le sol, la terre, et on s'aperçoit, soit on la protège complètement, on l'oblitère, on la congèle, et on dit on n'en fait plus rien parce qu'on finalement on ne sait pas bien quoi en faire, on ne sait pas le faire bien, c'est quand même un aveu d'impuissance terrible, soit on dit il y a un certain nombre de choses qu'on préserve, mais on décide de développer tous ensemble un projet d'aménagement du territoire qui mette les gens quelque part, qui leur offre une alternative, une société où il fait bon vivre. Je ne le comprends pas dans ce qui se profile avec la loi sur l'artificialisation des sols, par exemple. Donc, ne pas complexifier, mais qu'à raison. Pas développer de nouveaux modèles, faut pas tout transformer, mais il faut quand même avoir une ingénierie, et notamment bancaire également, et financière, au service de l'accès au logement, et libéraliser. Voilà, libéraliser, sortir de ces carcans qui sont d'une extrême rigidité et qui peuvent obérer les adaptations qu'on a tous la volonté d'avoir. Merci Alexandra. Emmanuel, juste en 30 secondes, je suis désolé, on est un tout petit peu pris par le temps. C'est pas grave. Moi, je dirais simplement quand même que il y a tellement de gens qui profitent de la pénurie, du manque de logement et tout ça. Et je parle qui profitent d'un point de vue économique. Hein. Il y a des gens qui s'enrichissent, plus c'est difficile en fait dans notre pays, plus ils s'enrichissent là-dessus. Hein, les surenchères sur le foncier, les surenchères sur plein de trucs. Au-delà du nouveau modèle et tout ça, c'est vrai que moi j'ai contribué à créer le BRS et c'est une des solutions. Mais je pense qu'on a aussi aujourd'hui ce qui nous pose un problème, c'est le temps en fait. C'est qu'en fait, c'est le blocage des projets et donc c'est ça en fait. Un nouveau modèle, c'est peut-être aussi travailler plus sur
l'acceptation au préalable des projets, ce qui nous permettrait peut-être derrière, en fait, d'être beaucoup moins dans les conflits sur la question des recours ou des sursis à statuer, parce que je pense que c'est ça aussi un problème. Quand au bout de 2 ans, on n'arrive toujours pas à sortir un programme parce que on est encore dans la négociation avec le territoire, c'est là qu'on peut aussi s'interroger sur en fait pourquoi autant d'énergie, de temps passé, d'études passées pour des programmes qui sortiront pas, et je parle même pas des refus de permis de construire qu'on a parfois sur des programmes alors que les maires 6 mois plus tôt étaient d'accord avec le programme. Donc oui, ça arrive de plus en plus, et nous en plus on est des entreprises, parce que nous avons des aides de l'État, nous sommes contrôlés, donc y compris on est contrôlé par l'ANCOLS tous les 3 ou 4 ans, et il y a un moment on va se poser la question de savoir en fait si on va pas y compris nous critiquer sur nos choix de prospection immobilière et de développement, parce qu'en fait parfois on perd de l'argent parce que les projets vont pas au bout, quoi. Alors qu'on ait des erreurs, que ça arrive, mais ça aujourd'hui, ça nous coûte de l'argent, et ça coûte à la société, parce qu'en fait tous les logements sociaux qu'on sort pas, c'est autant d'attributions en logement social qu'on fera pas dans les années qui viennent. Donc c'est autant de personnes en fait à qui on ne répond pas à leurs demandes sociales, et donc ça veut dire quand même que c'est un coût global pour l'État. Merci beaucoup. J'ai 850 questions en réserve, mais j'ai plus le temps. Donc, je suis désolé. Je suis à la fois très frustré qu'on puisse pas continuer cette discussion et qu'on soit pas en présentiel, et à la fois très satisfait d'avoir eu vos retours à toutes les 4. Merci infiniment de ces échanges, et je laisse la conclusion et le mot de la fin à Marc Lermite. Marc, à toi. Ouais, merci Gaël, merci au nom d'EY, merci au nom de Business Immo, merci à toi Gaël, parce que tu es aussi frustré que les quelques 1000 que nous étions à écouter ce matin. Donc on va envisager l'épisode 2, l'épisode 3. Je sais qu'avec Business Immo, c'est une histoire sans fin. Je voudrais vous remercier aussi au nom de Palladio, et en fait insister sur un point que Meka et beaucoup d'entre vous, merci d'abord à toutes les 4. D'avoir été aussi vive et sincère ce matin, à la fois dans l'urgence et dans le long terme. Moi, je dois insister sur un message que justement Meka évoquait tout à l'heure, c'est la force et la nécessité du collectif. En fait, pour avoir, avec des équipes EY assez engagées, vous l'imaginez, accompagné plusieurs filières industrielles dans les moments les plus durs de la crise il y a 1 an, et progressivement essayer de monter des processus de financement, des solutions économiques et des solutions aussi business, stratégiques, intelligentes pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour la culture et pour l'immobilier. Il y a en fait ces filières qui ont fait ça ensemble parce qu'elles y étaient préparées peut-être depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines. Je pense à l'automobile, l'aéronautique. Vous diriez c'est plus simple, il y a peu de donneurs d'ordre, c'est organisé. Non, c'est très 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 diversifié, dispersé aussi ces filières, mais elles ont su être ensemble dans ces moments-là. Peut-être à la différence de la culture, c'est évident, mais peut-être aussi à la différence de l'immobilier et de la ville. Et moi, je voudrais insister sur ce message très important, c'est que ça aurait été beaucoup plus utile en temps de crise d'être plus ensemble, et je pense qu'on l'a été à certains moments, y compris d'ailleurs les consultants, les boîtes d'ingénierie, dont voilà les catégories professionnelles dont nous faisons partie, et on est assez fiers avec les 500 EY en France qui travaillent sur l'immobilier, d'en faire partie. Mais c'est aussi important, et c'est d'autant plus important qu'on a quand même quelques sujets majeurs, passionnants, complexes à réfléchir, et sur lesquels il va falloir qu'on agisse ensemble pour les années à venir. Je ne veux pas les reprendre les uns après les autres, parce que vous les avez très bien fléchés, mesdames. Gaël, dans Business Immo, on en parle tous les jours. La ville bas carbone, les transformations très lourdes des usages de la ville, et je pense évidemment qu'on aurait pu parler autant du commerce qu'on a parlé du logement, qu'on devra parler évidemment de la recomposition de nos espaces tertiaires, pour pas dire du télétravail, la manière dont ça s'impacte, des tiers-lieux et de la façon dont on se répartit aujourd'hui spatialement. Évidemment, venant d'EY, et en vous remerciant encore une fois d'en avoir parlé aussi, la manière de trouver un modèle économique, mais aussi de protéger ce qui pour nous est une conviction, un momentum de la France qui est très intéressant, qui est un momentum économique dont on ne parle pas suffisamment, qui est un momentum qu'il faut pas qu'on écrase avec trop de réglementation et trop peut-être de frustration. On a une possibilité de sortir de la crise, non pas mieux qu'avant, mais en tout cas de ne pas désespérer les investisseurs internationaux, de conserver beaucoup d'acteurs et beaucoup d'entreprises qui sont importantes pour nous au quotidien, de préserver aussi la consommation et la confiance, la capacité à investir pour les familles,
pour les consommateurs, les clients, les touristes. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. Donc ensemble, sinon on ne le fera pas. Merci à tous et à très très bientôt.